Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode du Kotong Podcast. Je suis très content de vous accueillir. Ça me fait vraiment plaisir de faire ce nouveau podcast pour vous. On va passer 30 minutes ensemble et je vais vous parler d'un sujet que je trouve intéressant. Vous savez que pour apprendre une langue, le plus important, c'est d'essayer de comprendre quelque chose. Vous pouvez essayer de comprendre un article, essayer de comprendre un podcast, peu importe. Chaque jour, il faut écouter, lire ou regarder quelque chose en français. Et si vous faites ça tous les jours, vous allez progresser. Vous allez comprendre de plus en plus de choses. Et moi, je suis très content parce qu'il y a de plus en plus d'auditeurs de ce podcast. Donc, peut-être que ça veut dire que ces podcasts vous intéressent. En tout cas, j'espère qu'ils vous aident à apprendre le français. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Si vous avez écouté le podcast précédent, vous savez qu'aujourd'hui, nous allons parler des théories du complot. Dans le podcast précédent, je vous ai annoncé le sujet d'aujourd'hui, et ce sujet, c'est les théories du complot. Alors, un complot, qu'est-ce que c'est ? Peut-être que vous ne connaissez pas ce mot. Un complot, c'est quand des personnes se réunissent pour préparer un projet secret. En général, ce projet secret, c'est quelque chose d'assez négatif. Par exemple, un complot pour prendre le pouvoir. On peut imaginer un groupe de personnes qui se réunissent, qui parlent, qui préparent un plan pour prendre le pouvoir. Par exemple, prendre le pouvoir d'un pays, diriger ce pays. Donc ça, c'est un complot. Et une théorie du complot, c'est une théorie qui explique un événement d'une façon un peu différente de la version officielle. Quand il y a un grand événement, un événement important, en général, il y a toujours une version officielle pour expliquer cet événement. C'est normal. Mais à côté de cette version officielle, parfois, il y a des théories alternatives qui apparaissent pour expliquer cet événement. Et dans ces théories alternatives, on pense que le responsable d'un événement n'est pas forcément la personne que l'on croit. Je vais vous donner plusieurs exemples pour mieux comprendre cette idée, pour mieux comprendre les théories du complot. La première, c'est une théorie qui concerne la Lune. La Lune, vous savez, c'est cet astre qui est dans le ciel et qui apparaît seulement la nuit. Pendant le jour, il y a le soleil et la nuit, il y a la Lune. Alors, peut-être que vous connaissez cette citation. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Vous connaissez cette citation ? Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Peut-être que vous connaissez la version anglaise. Elle a été prononcée le 21 juillet 1969 par l'astronaute américain Neil Armstrong, quand il a posé
le pied sur la Lune avec la mission Apollo 11. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Alors, dans le contexte de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, la conquête de la Lune a été un événement très important. Les États-Unis voulaient prouver au monde entier qu'ils étaient plus puissants que l'URSS. Aller sur la Lune, c'était un moyen d'impressionner tous les habitants de la Terre. Avant ça, aucun homme n'avait marché sur une autre planète. Donc les États-Unis ont été le premier pays à envoyer un homme sur une autre planète. Mais certaines personnes pensent que les États-Unis n'ont jamais envoyé d'hommes sur la Lune, que la mission Apollo 11 n'a jamais eu lieu. Ces rumeurs, elles disent que la NASA a filmé les images dans un studio de cinéma. Et les personnes qui croient à ces rumeurs ont beaucoup d'arguments. Elles disent par exemple qu'il n'y a pas d'étoiles dans le ciel sur les photos de la NASA. Donc elles trouvent ça un peu bizarre. Elles disent aussi que le drapeau américain, le drapeau que les astronautes ont emmené pour le planter sur la Lune, elles disent que ce drapeau américain flotte dans les airs alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Donc s'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vent. Et s'il n'y a pas de vent, c'est un peu bizarre que le drapeau flotte sur les photos, non? Bref, ces personnes pensent qu'il y a plein d'éléments qui sont suspects, qui sont bizarres. Et à cause de ces événements, elles pensent que la mission Apollo 11 n'a jamais eu lieu, que les États-Unis n'ont jamais envoyé d'astronautes sur la Lune. Donc ça, vous voyez, c'est un premier exemple d'une théorie du complot. Le deuxième exemple dont je veux vous parler, c'est celui des Illuminati. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot, c'est le même en anglais. Les Illuminati, c'est un groupe secret de personnes très puissantes et on imagine que ce groupe veut contrôler le monde. D'après les théories du complot, que veulent les Illuminati? C'est simple, ils veulent le nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial dans lequel les Illuminati pourront tout contrôler. La politique, les institutions, la finance, les médias, etc. Ils ont plusieurs symboles, par exemple la pyramide et aussi l'œil. Parfois, on voit un œil dans une pyramide et ça, d'après les théories du complot, c'est un symbole des Illuminati. Vous savez, on peut le voir sur les billets de $1 aux États-Unis. En réalité, ces symboles, ce sont les symboles d'une organisation, mais pas des Illuminati. Cette organisation s'appelle la maçonnerie. En France, on les appelle les francs-maçons. Les francs-maçons, c'est un vrai groupe qui existe. Il existe depuis le XVIIIe siècle. Et il a participé à différents événements historiques. Par exemple, les francs-maçons ont influencé la Révolution américaine et aussi la Révolution
française. Mais les francs-maçons ne sont pas aussi puissants que les théories des Illuminati. C'est un peu exagéré. En France, on s'intéresse beaucoup aux francs-maçons parce qu'ils sont un peu mystérieux. C'est un groupe officiel, mais qui est assez secret. C'est impossible d'entrer dans ce groupe si personne ne vous recommande, par exemple. Mais bon, ça c'est un autre sujet et je vous en parlerai peut-être dans un prochain podcast, si ça vous intéresse. La troisième théorie du complot dont je veux vous parler, elle concerne la France. Elle concerne les attentats qui ont eu lieu en France en 2015. Vous savez qu'il y a eu 2 vagues d'attentats en France en 2015. Les premiers attentats, c'était contre le journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Ce journal avait publié des caricatures de Mahomet et des membres de l'État islamique ont décidé de l'attaquer. Ils ont tué plusieurs journalistes. Ensuite, le 13 novembre, il y a eu d'autres attentats à Paris dans la salle de concert du Bataclan pendant un concert des Eagles of Death Metal et également autour du Stade de France. Ces attentats ont fait beaucoup de morts du côté du Bataclan. Il y a eu plus de 130 morts. Ces attentats ont été revendiqués par l'État islamique, par Daesh. Mais après les attentats, il y a eu de nouvelles théories qui sont apparues pour expliquer les raisons de ces événements. Ces théories disaient que le vrai responsable de ces attentats, ce n'était pas l'État islamique. Le vrai responsable, c'était le gouvernement français, avec son président, François Hollande, et les services secrets. Alors, pourquoi le gouvernement français aurait organisé ces théories? Tout simplement pour renforcer son pouvoir, pour renforcer le contrôle de la police, par exemple. Donc, ces théories du complot, elles sont similaires aux théories qui concernent les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Vous savez qu'il y a beaucoup de théories qui expliquent que les attentats du 11 septembre aux États-Unis étaient organisés par le gouvernement américain pour pouvoir attaquer l'Irak, pour pouvoir faire la guerre à l'Irak. Donc, en France, on a eu des théories du complot assez similaires pour expliquer les attentats. Alors maintenant, on va s'intéresser aux points communs entre toutes ces théories. Quels sont les parallèles entre toutes ces théories? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? On va essayer de faire la recette d'une théorie du complot. Vous savez, une recette, c'est par exemple une recette de cuisine pour préparer un gâteau au chocolat. Pour préparer un gâteau au chocolat, on utilise une recette avec les différents ingrédients et la méthode pour préparer ce gâteau au chocolat. Donc aujourd'hui, nous allons faire la recette des théories du complot. Pour faire une théorie du complot, de quoi a-t-on besoin? Tout d'abord, nous avons besoin d'un bouleversement. Un bouleversement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui change complètement l'ordre établi. Par exemple, une guerre.
Une guerre, c'est un grand bouleversement parce que ça change complètement la situation. Quand un pays est en guerre, tout change dans le pays. Rien n'est plus comme avant. Donc, une guerre, c'est un bouleversement. Les bouleversements, ils peuvent être de différentes natures. Je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être des attentats, c'est-à-dire des attaques terroristes. Ça peut être une crise économique, une guerre, une catastrophe naturelle, comme par exemple un ouragan ou un tsunami. Un bouleversement, ça peut être aussi un crash aérien, une épidémie de maladie, etc. Ça, c'est le premier élément qui est nécessaire pour une théorie du complot. Il faut un événement spectaculaire, catastrophique, bouleversant. Quelque chose qui va choquer le public. Le deuxième élément, évidemment, c'est une explication officielle. Quand il y a ce genre d'événement, il y a toujours une version officielle pour expliquer pourquoi cet événement s'est produit. Mais parfois, ces explications officielles sont un peu difficiles à comprendre pour le grand public. Par exemple, si on n'est pas un spécialiste de la finance et de l'économie, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi il y a une crise économique. On peut essayer de lire des articles, mais généralement, ça reste assez compliqué à comprendre. Mais ça, c'est la version officielle. La version officielle, l'explication, c'est le deuxième élément, le deuxième ingrédient nécessaire pour une théorie du complot. Le troisième élément, c'est qu'il y a certaines personnes qui cherchent d'autres explications, des explications différentes de la théorie officielle. Pourquoi ? Parce qu'elles trouvent que la théorie officielle est difficile à comprendre et donc elles veulent des explications plus claires, plus directes, plus faciles à comprendre. Et en général, cette explication concerne un groupe secret. C'est le quatrième ingrédient d'une théorie du complot. Dans une théorie du complot, il y a presque toujours un groupe secret et ce groupe secret est responsable de l'événement. La théorie du complot explique que ce groupe mystérieux a organisé l'événement dans l'ombre. Dans l'ombre, ça veut dire de façon cachée, de façon invisible pour le grand public. Ce groupe secret, il a ses propres intérêts et ses propres ambitions. Et il utilise cet événement, par exemple, pour gagner beaucoup d'argent ou alors pour obtenir le pouvoir. Ces groupes secrets, ils veulent contrôler le monde. On a déjà parlé des Illuminati, donc ça c'est un exemple de groupe secret utilisé dans les théories du complot. Alors, avec ce groupe secret, on commence à développer des théories du complot. Des théories qui s'opposent à la version officielle et qui montrent les liens, les connexions entre ce groupe et l'événement, la catastrophe. Ces théories du complot montrent comment ces choses sont liées, comment le groupe secret a provoqué cet événement. Et la dernière chose importante pour une théorie du complot, c'est la diffusion de ces théories. Comment ces théories vont se propager. Avant, on ne trouvait pas vraiment ces théories dans les médias officiels, parce que ces théories étaient considérées comme des choses un peu stupides, un peu idiotes.
Alors, dans le passé, les théories du complot, elles se diffusaient grâce au bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est simplement quand des personnes diffusent une information en se parlant, tout simplement. Le bouche à oreille. Quand des personnes se parlent directement pour transmettre une information. Maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus efficace que le bouche à oreille. Et cette chose, évidemment, c'est Internet. Avec Internet, c'est très facile de diffuser des théories du complot à beaucoup de personnes. Si vous faites des recherches sur YouTube, vous allez trouver des centaines, des milliers de vidéos qui vous expliquent les différentes théories du complot. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui croient ces théories et qui décident de les partager sur Internet. Internet, c'est un outil génial pour diffuser les théories du complot. Alors, pourquoi ces théories sont-elles difficiles à démentir ? Démentir, c'est un verbe qui veut dire qu'on montre que quelque chose est faux. Par exemple, il y a une théorie et vous démentez cette théorie, vous montrez qu'elle est fausse, que cette théorie n'est pas vraie. Alors, pourquoi c'est difficile de démentir les théories du complot ? D'abord, parce qu'elles utilisent beaucoup d'arguments. Chaque personne apporte des arguments supplémentaires pour renforcer cette théorie du complot. Quand vous prenez un argument individuellement, en général, c'est facile de montrer qu'il est faux. Mais quand vous mélangez tous ces arguments ensemble, ça devient très difficile de les démentir, parce qu'il y a tellement d'arguments qu'on est un peu perdu. En plus, ces théories, elles arrivent à évoluer. Elles peuvent s'adapter face aux critiques. Par exemple, s'il y a une preuve qui montre qu'un argument est faux, alors de nouveaux arguments vont apparaître. Ça veut dire que les théories s'adaptent pour pouvoir rester crédibles. Crédible, ça veut dire qu'on croit à ces théories. Même s'il y a des preuves qui démentent cette théorie, les personnes qui soutiennent les théories du complot vont toujours trouver de nouveaux arguments. Et la dernière raison pour laquelle il est difficile de démentir les théories du complot, c'est que les personnes qui soutiennent ces théories, elles demandent aux autres de prouver que la version officielle est vraie. Elles disent, si la version officielle est vraie, alors prouve-moi que c'est bien le cas. Prouve-moi que tu as raison. Et souvent, les versions officielles sont tellement compliquées que c'est un peu difficile de les expliquer, parce qu'elles ont des explications très techniques, par exemple. On en a déjà parlé. Une autre question qui est importante, c'est pourquoi est-ce que nous croyons à ces théories du complot ? Pourquoi les théories du complot sont-elles tellement populaires ? Pourquoi il y a de plus en plus d'adeptes des théories du complot ? Une première explication, c'est que le monde dans lequel nous vivons, il est de plus en plus complexe. Il est très difficile à comprendre. Il y a beaucoup de spécialistes, d'experts, il y a une grande quantité d'informations et pour les personnes comme vous et moi, pour le grand public, c'est parfois assez difficile de comprendre. Donc, nous sentons que nous sommes un peu perdus. Nous ne pouvons pas
comprendre les mécanismes qui expliquent un événement. Et ça, c'est encore plus vrai quand nous sommes face à des événements tragiques. Par exemple, face à des attentats ou des catastrophes naturelles. Il est difficile pour nous, parfois, de comprendre les mécanismes, de comprendre les raisons de ces événements. La Révolution française, ça a été le premier événement qui a donné lieu à des théories du complot. Il y a eu beaucoup de théories du complot pour expliquer la Révolution française. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Révolution française a été un bouleversement. La Révolution française a complètement changé la société en France. Et pour les gens, c'était difficile de comprendre ces changements. C'était difficile d'en comprendre les raisons. C'est pour ça que les théories du complot sont apparues pour essayer d'aider les gens à comprendre ce changement, pour trouver des explications un peu plus simples et un peu plus faciles à comprendre. Et une autre raison, c'est que beaucoup de ces événements arrivent au hasard. Par exemple, une catastrophe naturelle, c'est souvent impossible à prévoir et c'est seulement le résultat du hasard. Or, nous, les hommes, nous n'aimons pas beaucoup le hasard. Parce que si nous croyons au hasard, ça veut dire que nous sommes vulnérables. On ne peut pas se protéger du hasard. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons être victimes d'une catastrophe. Et ça, c'est très difficile à accepter. Avec les théories du complot, on supprime, on efface ce hasard. On explique qu'il y a un ordre naturel, il y a des causes, des raisons. Il y a des méchants qui sont responsables, des personnes qui sont responsables de ces catastrophes, et c'est un peu comme dans un film. À la fin, on comprend tout. On comprend pourquoi les choses se sont passées de cette manière. Souvent, c'est une vision un peu manichéenne. Une vision manichéenne, ça veut dire qu'on considère qu'il y a le bien et le mal, les gentils et les méchants. Il n'y a rien entre les deux. Tout est soit blanc, soit noir. Il n'y a pas de zone grise. Donc ça, c'est une vision manichéenne, le bien contre le mal. Cette vision manichéenne et ces théories du complot, elles sont plutôt rassurantes parce qu'elles nous aident à comprendre. En fait, ce qui compte, ça n'est pas vraiment l'explication, ça n'est pas vraiment la théorie. Ce qui compte, c'est de dire qu'on a compris pourquoi. On a la réponse. Quand on n'a pas de réponse à une question, on se sent un peu bête. Mais avec ces théories, on peut se sentir intelligent parce que nous avons les réponses à toutes les questions. On peut dire aux autres que nous avons compris. Nous avons la réponse. Nous sommes plus intelligents que vous parce que vous croyez la version officielle. Et la version officielle, elle est fausse. Quels sont les risques des théories du complot ? On peut penser que les théories du complot ne sont pas vraiment dangereuses. On peut penser que chacun a le droit de croire les théories qui lui plaisent. Mais le problème, c'est que avec ces théories du complot, on fait de moins en moins confiance aux médias et au gouvernement. On pense que les médias et le gouvernement nous mentent, qu'ils sont malhonnêtes.
Et à cause de ça, on ne leur fait plus confiance. Ça provoque de l'isolement. Parce que finalement, on ne peut plus faire confiance à personne. On pense que le système est contre nous. Et dans ce cas-là, on se retrouve isolé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre cette théorie du complot ? D'abord, il faut donner les moyens de comprendre et de s'exprimer. Ça, on peut le faire grâce à l'éducation et à l'école. Malheureusement, quand on ne peut pas exprimer ses idées, on se sent bête et on cherche des simplifications. Et les théories du complot, ce sont justement des formes de simplification. Une autre solution, c'est d'encourager l'esprit critique. C'est une bonne idée de ne pas toujours accepter la version officielle. Il faut garder un esprit critique et se poser des questions. Mais il faut aussi être capable de vérifier ses sources d'informations, de lire une information et de pouvoir savoir si elle est fiable, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance ou pas. Il faut vérifier si les sources d'informations sont fiables, si on peut leur faire confiance. Et la dernière chose, pour combattre les théories du complot, c'est de rétablir la confiance dans le système. Ça veut dire rétablir la confiance dans la démocratie. Et pour ça, les politiciens doivent montrer l'exemple. Ils doivent être exemplaires pour qu'on leur fasse confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, vous savez tout sur les théories du complot. Évidemment, vous pouvez chercher des articles sur les médias français. Il y a beaucoup d'articles sur les théories du complot, si vous voulez en savoir plus. La semaine prochaine, nous parlerons des stéréotypes, et en particulier des stéréotypes sur les Français. Je pense que ça va être plutôt drôle et amusant. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci à tous, merci de m'avoir écouté et à bientôt.